Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver comme à chaque fois que je produis une vidéo sur YouTube afin de partager avec vous toutes mes impressions, toutes mes sensations sur le différent matériel que je peux posséder ou qui passe entre mes mains. Aujourd'hui, première partie du test du Nikon Z9. Alors, première partie parce qu'il va y en avoir plusieurs. C'est un boîtier extrêmement complexe, pas difficile à utiliser, mais qui offre beaucoup de possibilités. Donc il va falloir plusieurs vidéos pour qu'on puisse faire le tour sans que le film soit trop long et que ce soit fastidieux. Alors comme vous pouvez le constater, il y en a partout sur le bureau. En ce moment, c'est vraiment la course. Vous avez certainement vu le test du 402.8 Z qui vient de sortir sur la chaîne. Il y a aussi le 24-120 Z, le 100-400 Z en préparation. Et puis toutes les parties que je voudrais vous montrer du Nikon Z9 qui vont arriver petit à petit. Alors bien sûr, la solution pour ne rien rater, vous la connaissez, c'est vous abonner, c'est très facile, il suffit de cliquer sur le lien, la petite flèche en bas à droite de votre écran. Alors pourquoi j'insiste autant pour que vous vous abonniez sur ma chaîne ? Alors non pas parce que je vais être rétribué d'une quelconque façon, sachez-le, j'ai refusé la monétisation sur YouTube, je veux rester absolument neutre et indépendant de ce point de vue-là. C'est simplement que si j'ai un nombre d'abonnés un petit peu plus important, c'est plus facile pour moi de négocier auprès des fournisseurs, des fabricants, des marques, le prêt ou l'envoi de matériel. Ça m'aide beaucoup, je compte sur vous, je sais que vous allez le faire, vous avez déjà été nombreux dans les semaines précédentes. Eh bien, c'est une très belle dynamique que j'apprécie énormément et je suis sûr que ça va continuer. Allez donc, on est parti pour la première partie du test de ce Z9. Alors on va passer assez rapidement sur les qualités des fichiers produits avec le Z9 et ce, quel que soit l'objectif. C'est vraiment très très bon, même supérieur à ce que j'ai pu obtenir avec d'autres boîtiers précédents. Je vous laisse regarder un petit peu avec moi les différentes images que j'ai pu produites ces dernières semaines. Bon, c'est toujours vraiment excellent. On verra qu'il y a des petites corrections à apporter lorsqu'on le souhaite. On verra qu'on peut cropper aussi dans l'image. Ça aussi, on va le détailler. Mais en tout cas, on peut vraiment réaliser de très belles images. Ça serait quand même dommage avec un tel boîtier. Avec un petit supplément d'âme, à la fois dans la définition, dans la précision, mais aussi peut-être dans la finesse et dans la restitution. J'ai constaté par rapport à tous les autres boîtiers que j'ai pu essayer, quelque chose de à la fois naturel, doux et précis. Pas évident d'avoir ces différentes qualités retrouvées sur le même boîtier, et là c'est le cas, c'est vraiment très très agréable. Beaucoup de possibilités en post-traitement, on va le voir aussi. Là pour l'instant je fais simplement défiler quelques images. On va en détailler quelques-unes de façon à pouvoir voir un petit peu comment on peut réaliser à la fois les images et surtout le traitement des images ensuite, parce que bien souvent, il faut quand même un petit peu les travailler. Allez, on va faire 2-3 photos en correction, juste sans prétention, pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut obtenir à partir des fichiers de ce Z9. Donc là, avec la cellule matricielle, on sait très bien que lorsqu'il y a un très fort contraste et surtout qu'il y a une zone sombre assez importante par rapport à un sujet relativement petit, si on ne passe pas en sélective, ce que je n'avais pas fait pour cette photo, eh bien on a une surex du sujet très blanc. Alors comment on le corrige ? Eh bien allez, on va, donc là je suis dans Lightroom, on va commencer tout simplement par baisser un petit peu l'exposition, ensuite je vais m'attaquer aux hautes lumières, donc là on a besoin de redescendre pas mal, voilà ça me paraît pas mal ça, un tout petit chouille, voilà, très bien. Ensuite, eh bien je continue tout simplement, les ombres, alors les ombres je vais aussi un petit peu les remonter pour qu'on ait un petit peu plus de détails, voilà, très bien. Le blanc, je vais le baisser un petit poil.
Ok, ainsi que le noir. Remonter un peu la texture, ce qui va redonner un petit peu de, je dirais, de matière au niveau du plumage. Voilà, alors il ne faut pas en abuser parce que ça devient vite un petit peu caricatural. Et par contre, la clarté, moi j'ai tendance un petit peu à la diminuer très très légèrement pour adoucir un petit peu justement les effets de bord. Vibrance, on va en remettre un petit poil, ça ne mange pas de pain. Hop, correction du voile, je repasse en pleine image pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça j'aime bien. Alors là, je trouve qu'il y a quand même une petite dominante très très légèrement bleue sur le plumage, surtout que là, le soleil était quand même assez doré. Donc je vais remonter très très légèrement la température. Voilà, ça me paraît plus conforme à ce que j'avais vu. Et puis, on peut se permettre un petit renforcement de la netteté. Voilà, détail, je vais monter un point et masquage 1 pour pas avoir trop d'effets non plus de bord. Et bien ça me paraît très très bien. Et puis pour terminer, je vais cropper un petit peu dans l'image avec 45 millions de pixels. Là aussi, on a vraiment de quoi faire. Comme j'étais un petit peu loin, voilà. Après, vous recomposez un peu votre image. J'aime bien cet arbre là qui me délimite mon cadrage. Voilà, là ça me paraît bien. Voilà, j'ai ma photo définitive. Alors on se fait une petite compa. Avant-après, voilà. Alors contrairement à d'autres, je n'utilise pas de logiciel pour mesurer par exemple une dynamique de lumière ou des choses comme ça. Je vous montre ce que je peux réaliser sur les images. Alors voilà pour cette première image, voyons voir pour une seconde. Alors pour cet exemple, c'est typique de ce que je pratique souvent en montagne. Vous le savez peut-être, j'emmène des clients découvrir la haute montagne, que ce soit pour aller voir la faune ou pour découvrir les paysages, ou encore bien sûr le cœur de mon métier, leur montrer ce que l'on peut faire avec des skis dans des domaines un petit peu préservés. Et j'ai souvent, presque toujours avec moi, un boîtier qui me permet de ramener quelques images. Alors, je ne peux pas bien sûr utiliser des trop longues focales, ça serait trop lourd. Très très souvent, je prends le 24-200Z qui est extrêmement polyvalent. C'est encore le cas ici. Je suis certainement à 200 mm, on va vérifier ça ensemble. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, distance focale 200, ISO 100, 2 millièmes de seconde, AF8. C'est vraiment la meilleure ouverture, la plus qualitative pour cet objectif. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'une image comme ça qui, au départ, est assez banale? Alors, j'ai pas le temps, bien sûr, de me mettre en affût. Hein, j'ai du monde avec moi. Donc, il faut que je fasse vite, que j'arrive à rapporter quand même des images. Et bien, en traitant cette image, voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez voir tous les correctifs. Bien sûr, j'ai eu un recadrage important, mais qui est très bien supporté par le fichier du Z9. Et puis un certain nombre de corrections, vous pouvez les voir, je ne vais pas vous les détailler plus que cela. Mais bon, voilà, je vous remets l'image auparavant. Voilà. Et la suivante. Voilà. Et qu'on arrive quand même sans vouloir, je dirais, faire de l'affût, aller faire de la chasse photo, simplement en se promenant en montagne, on arrive à ramener des images quand même qui sont, je trouve, assez sympathiques. Comparaison qui pourra peut-être intéresser certains d'entre vous qui possèdent un Z6 ou un Z6 II. En l'occurrence, on a sur l'image de gauche donc un Z6 II à 200 mm et puis sur l'image de droite, toujours à 200 mm, le Z9. Alors vous voyez qu'il y a déjà une différence de colorimétrie. J'ai appliqué absolument les mêmes réglages hein, sur les deux images. Ça, c'est la première chose qui saute aux yeux. On a une très très légère dominante magenta, mais vraiment légère sur le Z6 II et sur le Z9. Bon, Daniel, qui m'assiste beaucoup dans la préparation de ces vidéos, trouve une légère dominante verte. Pour ma part, je pense que c'est assez neutre. Ça correspond vraiment bien à ce que je voyais à l'œil nu par rapport au moment où j'ai pris ces photos. Hein.
Alors, c'est pas la seule différence, hein. Il y a une très très grosse différence également, enfin grosse. Oui, il y a une vraie différence. Je m'attendais d'ailleurs pas à une différence aussi importante en termes de définition, de piqué bien sûr, mais de nuances, de contraste. Vous voyez que les fonds, par exemple, lointains, sont beaucoup plus détaillés, même dans cette dimension d'image, sur le Z9 que sur le Z6. Et ça vient pas seulement de la résolution du capteur. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. On verra tout à l'heure une comparaison avec le Z7, entre le Z7 et le Z9, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, en tout cas au niveau de la définition du capteur, et vous verrez qu'il y a vraiment de grosses différences. Si j'agrandis, alors ce sont des images que j'ai retravaillées, hein, c'est du JPEG, donc on pourrait éventuellement faire la même chose sur le RAW, mais bon, c'était plus facile pour moi de vous le montrer avec les deux images que j'ai traitées de la même façon. Donc si j'agrandis, voilà, on a de cette façon-là à peu près les mêmes agrandissements. Alors vous voyez que c'est pas forcément en termes de précision, de définition, parce que là on est sur des images qui sont relativement proches, hein, 4.4 et 4.19 mégaoctets pour le Z6 et 4.4 pour le Z9. Mais même sur cette résolution relativement réduite, on a, si on se balade dans l'image, on a d'un côté, je dirais, des aplats, des choses qui deviennent un petit peu fouillis, brouillons, et de l'autre, des choses qui restent parfaitement bien nettes, bien détourées. Vous voyez, par exemple, le village, là, avec le clocher en son centre, d'un côté, j'ai un petit peu de mal, alors j'exagère volontairement le trait, si je puis dire, j'ai un petit peu plus de mal à détailler l'ensemble des maisons, une par une, ça devient un petit peu plus compliqué, alors que sur le Z9, cette capacité, cette discrimination qu'a le capteur est vraiment formidable, et là tout devient parfaitement net, parfaitement identifiable. Alors je vous le répète, j'augmente un petit peu cette sensation pour vous faire comprendre ce que je ressens à l'image. Je pense que dans un tirage vraiment assez grand, on aurait une différence encore plus notable, hein. Alors j'ai voulu aussi comparer avec le Z7. Alors malheureusement je n'ai pas gardé le Z7, je n'ai que le Z6 II. Alors j'ai pris des images anciennes avec une différence de lumière, hein. La prise de vue est à deux moments complètement différents, donc ça bien sûr induit aussi des différences assez importantes au niveau du contraste et de la qualité de la photo. Néanmoins, j'ai quand même voulu vous présenter ces deux exemples parce que je trouve qu'avec cet objectif, le 200-500, si on agrandit fortement l'image, eh bien, je trouve quand même qu'il y a des différences à la faveur du Z9. J'ai l'impression que le micro-contraste, la précision, la douceur est un petit peu plus marquée sur le Z9 que sur le Z7. Bon, je vous le répète, c'est à prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas gardé le Z7. On va voir sur une autre image un petit peu différente si on constate les mêmes différences. Alors dans ce deuxième exemple, si le sujet est identique, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas gardé le Z7 et je n'ai pas non plus gardé le 35-1.8Z que j'avais à l'époque pour faire cette image. J'ai essayé de trouver quelque chose qui s'en rapprochait, donc j'ai pris le 14-30 à 30 mm pour avoir à peu près le même cadrage. Alors oui, je le sais, c'est deux choses presque incomparables, mais quand même, par rapport à l'ensemble des images que j'ai vues avec le Z9, j'avais cette sensation un petit peu de définition, de précision supérieure à ce que j'avais pu faire avec le Z7 auparavant. Alors agrandissons fortement l'image parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir voir un petit peu des différences, et c'est pas aussi flagrant que sur l'exemple précédent, mais quand même, je dois avouer que ça correspond bien à ce que je ressens moi en visualisant les images du Z9 par rapport à toutes celles que j'ai faites avec le Z7. J'ai quand même cette sensation d'une petite précision, d'un micro-contraste, d'une définition, d'un agrément supérieur sur le Z9 par rapport au Z7. Bien que ce soit deux capteurs avec une définition identique, il y a quand même un petit plus du côté du Z9. Alors tout ça demande bien sûr à être vérifié. J'essaierai de récupérer un Z7 ou un Z7 II prochainement et en mettant le même objectif dans les mêmes conditions pour vraiment avoir une opinion totalement définitive, mais dans un premier temps, je dois avouer que le Z9 me semble un petit peu supérieur au Z7 dans des conditions pas tout à fait identiques, je vous l'ai expliqué, mais voilà, je voulais quand même vous en faire part.
Alors je ne vais pas vous raconter d'histoire, hein, la vidéo est au moins aussi bonne que la photo, c'est vraiment exceptionnel. Là je suis en 4K 30 images par seconde. On va passer immédiatement en 4K mais à 120 images par seconde, qui permet des ralentis superbes avec une même qualité d'image parfaite. Et puis là le top du top, on est en 8K, 8K 30 images par seconde pour l'instant. Ça montera par une prochaine mise à jour. Et puis on va comparer ces mêmes images les unes à côté des autres. Alors pour commencer, comparons le 4K 30 images secondes au 4K 120. Honnêtement, aucune différence. Le 120 images est déjà de plein format et de la même qualité que le 30 images. Alors passons sans plus tarder à la grande nouveauté de ce Z9, le 8K à votre droite. Là vous verrez que c'est encore plus fin, encore plus net. Alors bien sûr, il faut les ordinateurs pour travailler de telles images, hein, c'est pas évident. Mais oui, ça apporte un plus. On verra d'ailleurs qu'on peut même cropper dans l'image assez facilement. Alors on peut légitimement se poser la question, pourquoi tourner en 8K, hein? Ça demande une place folle en stockage, c'est très contraignant pour les ordinateurs. Mais quand on voit la beauté, la finesse, le naturel de ces images, on comprend mieux pourquoi ça va être la norme dans les années à venir. Et il va falloir s'habituer à tourner avec de tels matériels, c'est vraiment splendide. Autre point important, la capacité du Z9 à permettre de cropper dans l'image. Ça, c'est aussi un point fort, puisque nous avons 45 millions de pixels. Donc, je vous montre un petit peu la première image. Donc là, on est sur une image en plein format, FX, et l'image suivante est en mode DX. Alors, je suis avec le 100-400 à 400 mm, donc à la pleine ouverture, 5.6, et on va comparer ces deux images. Alors voilà le plein format à gauche, le format DX à droite. On passe dans ce format d'enregistrement RAW de 22 millions de pixels en plein format à 10 millions dans le format DX, croppé à 1,5. Croppé à 1,5 avec un 400 mm, ça signifie tout simplement que j'ai là l'équivalent d'un 600 mm. On voit bien la différence de cadrage. Qu'est-ce qu'il en est de la différence de qualité? Très légère perte de piqué de définition dans le format DX agrandi à 100%. Je vous le répète, hein, là on est sur un agrandissement 100%, je ne vous dis pas la taille du tirage que ça peut représenter, par rapport au plein format FX qui à 100% lui reste absolument parfait. Quelques exemples supplémentaires, toujours avec le 100-400 à 400 mm, cette fois-ci je suis à l'ouverture f9, et donc bien sûr en mode DX, en mode croppé, avec toujours cette taille très limitée, très raisonnable du poids de fichier, hein, un peu moins de 10 mégaoctets. Et là aussi, regardez un petit peu la qualité de cette image, c'est vraiment superbe. Si j'accentue à 100%, là à f9 avec ce 100-400, waouh, une image brute, hein, absolument pas retouchée, je n'ai absolument rien accentué, c'est juste parfait. Alors qu'en est-il maintenant en vidéo de ce mode crop? Alors je suis parti du 8K parce qu'on nous a tous vanté le 8K pour faire varier les plans et pour permettre de cropper un petit peu dans l'image. Donc ce premier plan en 8K, ce deuxième plan en 4K 120 images par seconde, qui est de toute façon sans différence entre 30 et 120 images par seconde. Ensuite, je suis repassé en 30 images par seconde, mais croppé en mode DX. Donc là, j'agrandis la focale de 1,5 fois. Ensuite, ce plan-là, je suis en 120 images par seconde. Et là, lorsque je passe en mode DX, je croppe à 2,3 fois. Vous voyez que c'est vraiment très bon. Et là, j'ai fait l'équivalent avec le 8K. 8K croppé 1,5 fois. Et là, on s'aperçoit que c'est moins bon que le 4K 30 images par seconde croppé 1,5 fois. Quant à cropper 2,3 fois le 8K pour retrouver l'équivalent du 120 images seconde DX, là on est vraiment loin du compte au niveau qualité. Un autre exemple de ce que peut apporter ce crop 2,3 fois, là je suis en 8K 30 images secondes avec un 200 mm, un 24-200 à 200. Et là, à peu près du même point de vue, je passe avec le crop 2,3 fois, ralenti d'ailleurs pour l'occasion. Et vous voyez que ça apporte un très fort grossissement et ça permet vraiment d'avoir des images tout à fait intéressantes en conservant une qualité remarquable. Alors autre exemple de ralenti, parce que j'ai vraiment adoré ce ralenti, j'avais un peu peur de la comparaison avec celui du R5 que j'avais vraiment adoré, mais là aucune crainte à avoir, c'est parfait, en H265 10 bits, c'est excellent.
Alors pour terminer avec la qualité des images vidéo, on va là voir la différente profondeur d'échantillonnage. Là je suis en 10 bits en 4K à 120 images par seconde. Même chose mais en N-Log sur laquelle j'ai rajouté la lutte de conversion Nikon. Vous voyez que c'est encore meilleur au niveau de la dynamique de lumière. Alors après, je suis passé en ProRes HQ. Bon, j'ai pas vu de grosses différences, sincèrement, avec le H265 10 bits. Là, pareil, le HQ, mais avec la lutte de conversion. C'est à peu près semblable avec le H265 10 bits habituel, si ce n'est que les fichiers sont un petit peu plus faciles à manipuler sur l'ordinateur, mais sont également beaucoup plus lourds, à peu près 2 fois à 2 fois et demi plus lourds sur la carte à l'enregistrement. Alors conclusion, somme toute provisoire, hein, de ce premier film consacré au test du Nikon Z9. Il y en aura de nombreux autres, au moins 4 ou 5, vous l'avez vu dans l'introduction. Alors c'est une formidable bête à plaisir, ce boîtier, extrêmement complet, polyvalent. On peut à la fois faire de la photo, de la vidéo, on peut cropper dans l'image, on a vraiment beaucoup de possibilités. Les formats vidéo sont nombreux et qualitatifs. Bref, pas grand chose à lui reprocher jusqu'à présent, si ce n'est bien sûr son poids et son encombrement, même si j'ai trouvé des solutions pour le transporter en sport. Le prochain film traitera de l'AF, je sais que vous l'attendez avec impatience, alors je vous dis à très vite, ciao bye.